2 mai 1941 paraissait dans le toujours excellent Je suis partout la critique de François Vineuil du film La fille du puisatier. La fille du puisatier, dont le tournage a commencé le 20 mai 1940, tournage qui fut interrompu par l'Exode, puis repris le 13 août 1940, et la première publique eut lieu à Lyon le 20 décembre 1940, mais le film ne sortit à Paris que le 24 avril 1941. Écoutons François Vineuil. Comme tout le monde, j'ai rompu cordialement des lances avec Marcel Pagnol quand nous le querellions pour ses idées sur le cinéma considéré comme une simple imprimerie du théâtre. Nous nous désolions de son indifférence absolue aux règles les plus élémentaires du 7e art. Nous lui représentions les longueurs invraisemblables dont il encombrait ses ouvrages. Je vois maintenant que tout cela était bien inutile. Nous n'avons pas ébranlé sur un seul point ses convictions. Il a continué à faire imperturbablement les films qui lui plaisent, en retrouvant chaque fois la faveur d'un public à qui on ne peut donner raisonnablement tort et dont nous avons partagé bien souvent la joie devant maintes scènes d'Angèle, de Fanny et de César. Il faut accepter Pagnol tel qu'il est, en se disant que ses erreurs, dont il ne s'amendera pas, sont la rançon de sa faconde. Il y a certainement un divorce complet entre son talent et le cinéma véritable. L'art autonome qu'ont illustré René Clair, Feder, Jean Renoir, John Ford, Tay Garnett, King Vidor. Cependant, il est vrai que Pagnol ne pourrait plus s'exprimer autrement que par l'écran, que partout ailleurs il serait diminué, mal à son aise. Ses succès ont eu une déplorable influence. Ses principes aboutiraient vite à la dénégation du cinéma. Mais il se justifie, et il est le seul dans son cas, par l'abondance inépuisable de sa verve, son humour, son don de l'observation et de l'émotion vraiment ressentie. Nous ne changerons pas, maître Pagnol, mais s'il venait à prendre sa retraite, il nous manquerait beaucoup. La fille du puisatier est en tout point semblable à Angèle et à la trilogie marseillaise qu'ouvrit Marius. C'est un film au dialogue prodigieusement développé, avec un dédain plus complet que jamais des dimensions dites commerciales. Pagnol y reprend tous les thèmes essentiels qui lui ont déjà fourni 3 films copieux, de Marius à César. Nous y revoyons de nouveau une fille séduite qui donne le jour à un petit bâtard. Rému est toujours le père intraitable sur le chapitre de l'honneur domestique, puis devant son petit-fils le plus attendri et le plus jaloux des grands-pères. Fernandel, bon bougre d'amoureux déconfit, est prêt, comme autrefois Panis, à épouser la pécheresse qui, pourtant, n'a jamais, et combien il le regrette, péché avec lui. D'aucun autre que de Pagnol on accepterait de pareilles redites, mais il suffit que ce soit lui qui nous raconte encore cette histoire pour qu'elle paraisse nouvelle, plus exactement qu'elle prenne l'aspect d'une éternelle et inépuisable aventure. Pagnol, en tout cas, ne l'a pas encore épuisée, et ce qu'il a encore à nous dire vaut toujours la peine d'être entendu. Pagnol n'a pas le goût sûr, il ne sait pas éviter les effets comiques faciles, il a un penchant pour une littérature souvent jolie, de cette gentillesse ensoleillée que peut avoir la poésie méridionale, parfois empoulée, toujours trop théâtrale, et apprêtée pour les humbles bouches dans lesquelles il la place. Mais il compense largement cela par tant de mots charmants, simples, d'une délicieuse vérité, et il est si riche d'humanité qu'on lui passe, comme à la nature même, beaucoup de ses erreurs et de ses tâches. Je laisse aux spectateurs nombreux que va avoir la fille du puisatier le plaisir de découvrir dans tous ses détails l'histoire triste puis joyeuse de la petite Patricia, la nouvelle héroïne de Pagnol, ses péripéties mélancoliques, son dénouement de conte bleu. Elle passe, je crois, en surabondance César lui-même. Pourtant, Pagnol est maître de son sujet et de son public à ce point qu'au moment même où nous constatons les longueurs les plus évidentes de son film, nous regrettons les coupures qu'il a dû se résigner à y faire. Nous les connaissons puisque le dialogue a été publié dans sa forme intégrale. Il est au moins 1,5 fois plus ample que celui de la bande. Il eût bien rempli 4 heures d'horloge. Pourtant,
Il est grand dommage que nous ne voyions pas la scène qui doit être admirable, où Patricia avoue sa faute à son père. Pagnol, comme le remarque très bien mon excellent confrère Nino Franck, éprouve une peine réelle à se séparer de ses personnages. Allonge l'épilogue, puis en ajoute encore une autre, mais il arrive à nous faire partager cette peine, parce qu'elle naît d'une profonde sympathie pour les êtres et qu'il a le don rare de nous la communiquer. Nous voilà bien loin des marionnettes, des pantins qui forment le personnel de presque tout notre cinéma. Pagnol tient à la vie par des liens innombrables. C'est une force qui lui permet de se dispenser de bien des raffinements. Sa fille du Puisatier est le premier film achevé depuis l'armistice qui nous arrive de la zone non occupée. Il est aussi le premier où la tragédie de 1940 soit évoquée. Cela double encore son intérêt, ses chances de succès, le sens que nous sommes en droit de lui donner. Je ne parle pas seulement de la scène où Pagnol nous fait entendre le premier message du maréchal, celui du 17 juin, qui nous apprit que notre catastrophe militaire n'avait plus de remède. Je n'ai pas besoin d'insister sur les poignants souvenirs qu'elle remue. Mais elle est amenée un peu trop sommairement. Pagnol eût pu l'omettre sans rien enlever au spectacle symbolique de son film. Il nous apporte l'œuvre que nous étions le plus en droit d'attendre, parce qu'elle brille d'une magnifique santé. C'est beaucoup dans un temps où nous nous penchons tous sur le moral de notre pays. Notre pauvre et cher Léon Dubec avait défini Pagnol. Un moraliste bourgeois. Il est tel, en effet, mais sans rien de ce que ces mots peuvent avoir de péjoratif. Surtout dans ces mois où les conservateurs et les prédicateurs se remuent si fort pour reconquérir leurs vieux privilèges. Pagnol moralise sans tartufferie, sans niaiserie, ce qui le fait sans doute juger peu orthodoxe par les professionnels. Il nous offre l'image d'un petit univers où, au bout de tous les chagrins et toutes les injustices, la famille, l'amour, la foi religieuse, la patrie finissent par reprendre leur place naturelle. Il est saint parce qu'il a, malgré tout ce qu'il connaît des hommes, une vaste confiance dans les ressources de leur instinct et de leur cœur, et que c'est peut-être lui qui a finalement raison. Les films d'un Pagnol ne peuvent jamais être mal joués. Il ne serait pas lui-même s'il ne faisait pas passer chez ses interprètes toute sa vitalité, s'il ne les pétrissait pas à son gré, s'il ne les choisissait pas tous comme les représentants idéaux des créatures de son imagination. Rému et Fernandel se partagent la vedette de la fille du Puisatier. Rému est tel que nous l'avons toujours vu, plus encore qu'un traducteur fidèle de Pagnol, la projection vivante de ses sentiments. Il répond sans le moindre effort à ses plus secrètes intentions. Dans la grande scène où il vient demander justice aux parents du séducteur, cruel malgré lui, voyez quelle émotion il s'est donné à sa fureur contenue, ces fameuses fureurs que nous connaissons si bien. Marquez aussi la nuance de respect dont un frustre paysan ne peut se départir, même dans d'odieuses circonstances, chez de riches bourgeois. Il y a une quantité de mots que Pagnol a trouvés. Nous le devinons bien parce que Rému devait les dire, et cependant, jamais nous n'avons été plus loin du dialogue cousu sur mesure pour un acteur. Pour Fernandel, nous savions déjà depuis Angèle et Regain tout ce que Pagnol, et Pagnol seul, obtenait de lui. Mais la fille du Puisatier est son triomphe. Fernandel, qui a, hélas, mérité de donner son nom au genre le plus vulgaire et le plus sot du vaudeville, ne se contente pas d'incarner un jocriche de village. Son rôle d'amoureux sans espoir réclamait beaucoup plus. Il y a tout mis, la finesse, la bonhomie, la sensibilité. Je ne vois qu'un mot, surprenant mais juste. Fernandel est exquis. Nous y sommes si peu accoutumés qu'il éclipse dans notre souvenir Rému lui-même. Mademoiselle Josette D a un rôle un peu lourd pour ses épaules. Avec tout autre metteur en scène, elle ne l'eût sans doute pas porté jusqu'au bout. Elle y est inégale, mais avec des scènes charmantes.
Pagnol lui a trouvé dans la personne de M. Georges Gray un excellent partenaire, naturel, beau, sans affectation, et qui doit trouver auprès de tels débuts un brillant emploi de jeune premier. Il y a aussi Lynn Noro, Tramel, Claire Odera, découverte par Pagnol dans la cantine du studio où elle servait, et encore Milly Matisse, Le Bon Charpin, Maupi, Blavette, toute cette savoureuse troupe marseillaise aussi nécessaire à un film de Pagnol que le safran à la soupe de poisson.